Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. On va parler ensemble des entonnoirs de prospection. Alors, qui suis-je pour vous parler de ce sujet? Je m'appelle Fahim Hassani, je suis le fondateur d'une agence de prospection qui s'appelle Monsieur Lead. Donc, Monsieur Lead, nous, notre métier consiste à prospecter en externe pour des entreprises en B2B afin de les aider à générer plus de rendez-vous avec des clients potentiels pour leurs produits ou leurs services. Et donc, comme vous le comprenez, prospecter, c'est mon métier, c'est notre métier, c'est ce qu'on fait au quotidien. Donc, ça va me permettre aujourd'hui dans cette vidéo de vous décomposer un entonnoir de prospection. Alors déjà, pourquoi est-ce qu'on parle d'entonnoir? C'est parce qu'il va y avoir différentes étapes qui vont s'enchaîner entre le parfait inconnu qui ne vous connaît pas jusqu'au moment où cette personne devient client. Et dans la prospection, cet entonnoir va suivre des étapes assez précises qui se distinguent d'un entonnoir, d'un tunnel de vente digital par exemple, qui viendrait du contenu ou de la publicité payante. Forcément, ce n'est pas les mêmes canaux, donc ce ne sera pas exactement les mêmes étapes à chaque fois. J'ai fait réaliser sur ChatGPT les étapes de cet entonnoir de prospection que je vous affiche donc là maintenant sur cette vidéo. Et donc là, on va aller voir chacune des étapes. En quoi est-ce qu'elle consiste? Qu'est-ce qu'il faut faire à ce niveau-là pour pouvoir aller jusqu'à signer des clients par la prospection? Donc au démarrage, on est à l'étape 0 et à l'étape 0, la personne, elle est inconnue pour votre entreprise. Vous savez par exemple, on va prendre un exemple, vous êtes une entreprise dans le domaine de l'énergie, vous vendez de l'énergie à des agriculteurs par exemple. Il y a des agriculteurs que vous avez déjà dans votre CRM, dans votre base de données, et on a d'autres qui ne vous connaissent pas encore et que vous ne savez pas et dont vous ignorez vous-même l'existence. Et donc c'est à partir de là que vous commencez. Donc vous n'avez aucune information sur cette personne, son nom, son prénom, son poste, le nom de son activité, le nom de son entreprise, et pourtant c'est un potentiel client pour vous. À la suite de ça, on monte à l'étape 1, où là, vous avez réussi à obtenir le nom, prénom de la personne, le nom de son entreprise, son intitulé de poste, son email, son numéro de téléphone ou le standard de l'entreprise pour pouvoir le contacter. Donc la personne passe d'un inconnu extrême donc la personne passe d'une situation où vous n'avez même pas conscience de son identité à maintenant vous avez une fiche contact dans votre CRM ou sur un fichier CSV, un fichier Excel avec les informations précises de cette personne qui peut potentiellement être un client pour votre entreprise. L'étape d'après, sur votre tunnel de prospection, va être de tenter une prise de contact auprès de cette personne. Alors en fonction des canaux que vous utilisez, ça peut être le téléphone, vous avez tenté de passer un appel sur le standard ou sur le numéro de la personne pour échanger avec elle. Ça peut être via un email, vous avez envoyé un email sur sa boîte pour pouvoir engager une première conversation, ou bien LinkedIn, vous avez tenté de lui faire une invitation, ou bien vous étiez déjà connecté, et là vous avez essayé de lui faire un message et de voir si vous pouviez susciter son intérêt pour ce que vous faites. Quand ça c'est fait, on passe à l'étape 3. Il y a eu une prise de contact et à partir de là, on va pouvoir classer les prospects par ils n'ont pas décroché, ils n'ont pas répondu, la personne a demandé à se faire rappeler ou à être contactée à un autre moment. Il y a un cas de misfit où typiquement elle nous indique que c'est pas elle qui s'occupe de ce sujet. Par exemple, vous contactez un DAF pour parler de mise en place de plans d'épargne salariale. La personne vous dit, bah oui, en effet, je peux intervenir sur ce sujet, mais la personne qu'il faut contacter en premier, c'est plutôt ma collègue DRH qui chapeaute et s'occupe du lancement de ce genre de projet. À la suite de cette étape, on a une situation potentiellement où il y a un rendez-vous qui est pris. C'est vraiment l'objectif de toute cette première phase de prospection, c'est d'amener cet inconnu jusqu'à un moment où vous allez réussir à caler un rendez-vous avec la personne. Pourquoi un rendez-vous? Parce qu'en B2B, ça va être compliqué de vendre sur un appel téléphonique direct à froid. Quand une fois la personne ne vous connaît pas, vous l'appelez, vous avez peut-être suscité son intérêt, ce que vous faites est peut-être pertinent, mais vous avez quand même besoin de cumuler un petit peu plus de capital de confiance afin de pouvoir avancer sur des deals concrets. Et donc tout ça, ça va se passer lors d'un rendez-vous. Un rendez-vous qui peut se faire par visioconférence, il y a énormément de rendez-vous qui sont par visio, qui peut parfois se faire par téléphone, même si je ne suis pas hyper fan du téléphone pour faire des rendez-vous, pas pour prendre des rendez-vous, mais pour faire les rendez-vous par la suite. Et ça peut également se faire par une visite en physique, directement sur le lieu de la personne. Donc, par exemple, vous prospectez des boucheries, bah, typiquement, vous vous rendez au sein de la boucherie, vous allez présenter la solution que vous avez pour eux. Prospecter des restaurants, prenez les rendez-vous et vous allez voir les restaurateurs pour leur présenter ce que vous faites à la suite du rendez-vous que vous avez obtenu avec eux. Donc, quand vous allez obtenir ces rendez-vous, il y en a certains qui vont être honorés, la majorité des rendez-vous vont être honorés, mais il y en aura également d'autres qui ne seront pas honorés, où la personne ne va pas se présenter, elle va annuler, elle va décaler,
Et ça va arriver. Donc vous allez peut-être avoir 5%, 10%, 15% de no-show. Je pense à partir de 20% de no-show, ça commence à être un petit peu important. Après, ça dépend du volume de rendez-vous que vous obtenez. Mais si par exemple vous avez booké une dizaine de rendez-vous, vous avez deux personnes qui ne sont pas venues ou qui ont décalé, ok, ça peut encore aller. Mais si vous avez 30%, 40% de no-show, il y a peut-être quelque chose qui a été mal fait sur la prospection et donc il faut intervenir pour corriger ça. Donc il y a des prospects qu'il faut même catégoriser no-show parce que les no-show, encore une fois, il faut les traiter, il faut rappeler les personnes pour essayer déjà de savoir pourquoi est-ce que la personne ne s'est pas présentée et pouvoir rebooker potentiellement un rendez-vous avec la personne si le sujet est toujours d'actualité. Ensuite, vous allez avoir donc un prospect avec un rendez-vous effectué. Donc, vous avez effectué le rendez-vous avec eux. Donc, on peut les classer soit en nurturing. Nurturing, ça veut dire que c'est des prospects qui ne sont pas prêts à acheter tout de suite. Et il va falloir les nourrir, prévoir des séquences, rester top of mind, partager du contenu pour qu'ils ne nous oublient pas. Comme ça, au moment où le chemin qu'ils ont choisi devient moins pertinent pour eux, peut-être qu'ils ont décidé de l'internaliser, peut-être qu'ils ont choisi de travailler avec un concurrent, peut-être qu'ils ont choisi aussi de ne juste rien faire et de laisser couler. Ben en fait, peut-être dans 6 mois, les choses vont évoluer, ça sera un petit peu plus compliqué et donc ils vont commencer à rechercher d'autres prestataires pour fournir le service ou le produit que vous proposez notamment. Donc là, c'est important de rester top of mind. Comme ça, quand vient ce moment, les personnes viennent vers vous. Moi, tout ce qui n'est pas signature, ça part en nurturing. Sauf si il y a un appel qui s'est très mal passé avec la personne ou que je ne veux pas avoir comme client, là, ça n'ira pas en nurturing. Mais si la personne dit non, en fait, finalement, on l'internalise, ça va en nurturing. Non, on travaille avec quelqu'un d'autre, finalement, ça ira en nurturing. Non, pas pour le moment, ça ira en nurturing. L'autre option, ça sera le R2, où on a fait un premier rendez-vous, on a présenté le produit ou le service. Maintenant, il y avait besoin d'un peu plus d'informations. Il fallait inclure d'autres personnes. Par exemple, vous présentez une solution à un product manager. Il dit en fait, ok, top, ce que vous faites m'a l'air génial. Maintenant, je vais avoir besoin que mon CEO valide ce sujet. On ne pourra pas avancer sans lui. Donc là, vous allez prévoir un deuxième rendez-vous avec cette fois-ci le CTO dans la boucle. Vous vendez des services commerciaux, vous avez réussi à obtenir un rendez-vous avec le directeur commercial. Maintenant, votre solution, vous proposez un CRM, ça va donc forcément toucher la partie marketing. Le directeur commercial ne pourra pas décider tout seul. Il va avoir besoin, par exemple, de la validation ou d'embarquer dans le projet la direction marketing ou même le CEO directement. Donc, dans ce cas de figure, il y a des R2 qui vont se caler pour pouvoir rediscuter de ces sujets. Enfin, il y a aussi le cas du closing où là, vous avez fait votre présentation, ça a très bien matché, ça a très bien connecté. Le prospect est intéressé, vous envoyez le contrat, signature, deal, et donc voilà, donc vous avez un client issu de votre travail de prospection. Donc voilà pour cet entonnoir de prospection. Là, je vous montre à l'image, donc j'ai demandé à ChatGPT de reprendre les étapes et de pouvoir réaliser quelque chose. Comme vous le voyez, ça commence ici, la personne n'est pas dans votre liste de contacts, c'est un inconnu, vous êtes un inconnu pour lui, pour elle, c'est un inconnu pour vous également. Deuxième niveau, la personne a été identifiée, donc vous avez obtenu ses contacts. Ensuite, tentative de contact, téléphone, email, LinkedIn, etc. Et puis vous allez pouvoir classer la personne après contact. Donc pas décroché, à rappeler, misfit, réponse reçue, rendez-vous pris notamment. Donc ça c'est l'étape d'après. Donc il y a un rendez-vous qui a été calé. Ensuite, le rendez-vous a été effectué, ce qui nous permet d'avoir également ici en bis les prospects no-show, donc les personnes qui ne se présentent pas sur les rendez-vous. Et ensuite, suite à ces rendez-vous, vous allez pouvoir classer les prospects soit en catégorie lead nurturing. Donc encore une fois, tant qu'il n'y a pas de R2 et qu'il n'y a pas de closing, ça part en lead nurturing. Sauf si pendant l'appel, vous vous rendez compte que vous avez clairement pas envie de bosser avec cette entreprise parce que ça a l'air trop toxique ou le fit n'est vraiment pas trop là. Donc là, il n'y aura pas besoin de nurturer quoi que ce soit. Mais sinon, moi, tout ce qui n'est pas un oui, ça part en nurturing. Et tout ce qui n'est pas un oui, et tout ce qui n'affiche pas des red flags et qui font que j'aimerais quand même bosser avec l'entreprise. Ou bien en R2, ou bien en closing. Et enfin, la dernière étape, c'est donc forcément le prospect devenu client. Donc voilà à quoi ressemble un entonnoir de prospection. Votre objectif, c'est de prendre un maximum de personnes ici qui respectent vos critères de ciblage et de les emmener sur chacune de ces étapes jusqu'au final en obtenir certains comme clients pour vos produits ou pour vos services. C'était Fahim Hassani, CEO et fondateur de l'agence de prospection Monsieur Lead. J'espère que cette vidéo vous aura permis de comprendre un petit peu mieux en quoi consiste un entonnoir de prospection.
Dans tout ce que je vous ai dit là, l'étape la plus difficile va être la tentative de prise de contact parce que vous allez contacter quelqu'un qui ne vous connaît pas. Votre capital de confiance est très faible, il est quasiment à zéro, si ce n'est négatif, parce que la personne se méfie de vous, vous êtes un inconnu. Et donc, ça va être l'étape sur laquelle vous allez avoir besoin de plus de ressources, de conseils, d'accompagnement pour pouvoir générer des bons résultats. Là-dessus, il y a deux possibilités. Soit vous souhaitez, vous n'avez pas envie de vous en occuper, c'est pas forcément votre métier que de faire de la prospection, donc vous pouvez externaliser cette partie-là. Donc nous, on est une agence de prospection. Ce que je vous dis là, c'est notre métier. Prospecter pour d'autres personnes pour leur générer des rendez-vous. Et sachez également, si vous souhaitez découvrir nos services, vous pouvez soit booker un rendez-vous avec nous ou bien écouter nos appels de prospection. Donc là, dans la description, vous allez avoir une bibliothèque d'appels que vous pouvez écouter pour voir concrètement comment est-ce qu'on fait pour prospecter. Et aussi parce que je vous ai parlé de deux options. L'autre option, ça serait donc d'internaliser tout de suite, donc de recruter un commercial, un téléprospecteur, un business développeur ou un SDR, quelqu'un qui tous les jours va prendre au téléphone et prospecter pour vous. Donc si c'est déjà quelque chose que vous maîtrisez, c'est-à-dire si vous êtes déjà compétent sur le sujet de la prospection, internaliser, c'est tout le temps la meilleure option parce que ça va vous coûter moins cher. Mais si ce n'est pas forcément un sujet qui est dans la culture de votre entreprise, que vous-même ne maîtrisez pas forcément, internaliser au démarrage peut être un peu compliqué parce que personne n'a tenté ce terrain et ça peut être un niveau de risque trop important si vous prenez quelqu'un en CDI notamment. Donc mieux vaut, dans ce cas de figure, peut-être passer par une étape d'externalisation, le temps de mettre en place les choses et puis au fur et à mesure, vous allez pouvoir rapatrier quand l'agence aura stabilisé, cadré le terrain et que vous aurez plus de visibilité sur comment fonctionne votre prospection. Donc merci pour votre temps, merci d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à très vite.